Tous les rois de l'histoire de Westeros ont convoité le pouvoir. Stannis Baratheon était le seul à le désirer le moins. Et c'est précisément pour cette raison qu'il était le seul à le mériter. Ce n'est pas du sentimentalisme, c'est une conclusion qui découle des faits, si l'on s'en tient aux faits, et non à l'image que la série en a donnée. Car la série et les livres dépeignent deux personnes différentes. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le vrai Stannis, le roi de fer, l'homme que tout le monde considérait comme un rabat-joie maussade, alors qu'il accomplissait le seul travail que personne d'autre ne faisait. Commençons par mettre en évidence le paradoxe qui est au cœur de cette analyse. Robert a gagné la guerre, mais a mal gouverné. Renly était charmant, mais n'a jamais gouverné du tout. Robb s'est illustré au combat, mais a échoué en politique. Joffrey occupait le trône, mais s'est révélé être un désastre à ce poste. Tywin était le joueur le plus intelligent en coulisses, mais il ne s'est jamais assis sur le trône lui-même, car il comprenait que cela n'était pas nécessaire. Et au milieu de tout ce cirque se trouvait Stannis, sombre, mal à l'aise, sans charisme et sans armée à la hauteur de ses prétentions. Mais c'est lui et personne d'autre qui a répondu aux cris des corbeaux venus du nord. C'est lui qui s'est rendu au mur alors que les autres lui tournaient le dos. C'est par là qu'on va commencer. La première chose à faire, c'est de se débarrasser de l'image que l'on a de lui dans la série. Car la série a transformé Stannis en un fanatique, en un homme entièrement sous l'emprise de Mélisandre, en un soldat austère, dépourvu d'humour, de souplesse et d'humanité. Les auteurs de la série ont clairement déclaré dans l'un de leurs commentaires « Stannis aurait été un roi épouvantable, car il manque de compréhension de la simple humanité ». Cette déclaration montre qu'ils n'ont pas lu les livres attentivement, ou qu'ils ne les ont pas lus du tout, Le Stannis des livres est un autre homme. Il est austère, certes, dur, certes. Il grince des dents dans les moments difficiles. C'est son geste caractéristique, et Martin le mentionne des dizaines de fois. Il ne remercie jamais comme on s'y attend. Il n'est pas ami avec les gens au sens habituel du terme. Son visage est décrit comme de la peau tendue, les joues creusées, le regard tel qu'Asha Greyjoy y perçoit quelque chose qui ressemble à une férocité de fer. C'est un homme imposant, tous les Baratheons sont imposants, mais il a l'air émacié. Non pas par faiblesse, mais parce qu'il ne gaspille pas son énergie en futilité, y compris la nourriture, le repos et les sourires. Mais en même temps, il est drôle, vraiment drôle, mais pas de la manière dont on fait habituellement rire les gens. Son humour est absolument sec, glacial, sans la moindre trace de ce qu'il considère lui-même comme une plaisanterie. Lorsque Bowen Marsh propose à Slint le poste de Lord commandant de la garde de nuit et déclare « Qui mieux que celui qui a autrefois commandé les manteaux dorés pourrait diriger les manteaux noirs ?» Stannis n'hésite pas une seconde. N'importe lequel d'entre vous, je suppose, même le cuisinier. Ce n'est pas un compliment pour les cuisiniers. C'est la destruction de la réputation d'un homme en une seule phrase. Quand Davos lui dit que sa vie s'est améliorée depuis qu'il lui a coupé les articulations des doigts et ajoute « moins d'ongles à nettoyer », Stannis le corrige. 4 de moins, pas 4 de moins. Au beau milieu d'une conversation sur la politique et la guerre, au beau milieu d'une crise, il corrige la grammaire. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas le sens de l'humour, c'est quelqu'un dont le sens de l'humour est tellement particulier que son entourage ne comprend pas toujours s'il plaisante ou non. Mais ce ne sont que des détails. Ce qui importe davantage, c'est de comprendre ce qui le motivait. Car c'est précisément sur ce point que le Stannis des livres diffère radicalement de celui de la série. Dans la série, Stannis se bat pour le trône parce qu'il croit en sa destinée, parce que Mélisandre l'a convaincu qu'il est Azor Ahai, parce que son fanatisme religieux éclipse tout le reste. Dans les livres, Stannis se bat pour le trône parce que c'est ce que dicte la loi, point final. Il ne veut pas être roi, il le répète haut et fort. Il y a un moment saisissant dans les livres où Davos lui demande pourquoi il continue à se battre alors qu'il sait que les chances sont contre lui, et Stannis répond en substance « Robert est mort sans héritier légitime. Le trône lui revient donc de droit. Il n'a pas choisi cela. Mais la loi est la loi. Celui qui ignore la loi quand cela ne l'arrange pas vit dans un monde où la loi n'existe pas du tout. » Donald Noé, l'armurier de la garde de nuit, qui a connu les 3 frères Baratheon, les décrit ainsi. Robert était comme une hache de combat, Renly comme une épée d'apparat,
et Stannis comme du fer, solide, dur, inflexible. Mais ce même fer se distingue de l'or, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le plier par la flatterie, il ne s'embellit pas avec le temps, mais il dure plus longtemps. Il convient d'approfondir cette comparaison car elle explique en grande partie le comportement de Stannis. La hache de guerre, c'est Robert, redoutable à l'attaque, indispensable à la guerre, mais peu adapté aux tâches délicates. L'épée d'apparat, c'est Renly, magnifique lors des parades, elle suscite l'admiration, mais il vaut mieux ne pas la mettre à l'épreuve dans la réalité. Le fer, c'est Stannis, sans éclat, sans ornement, mais c'est précisément avec lui que l'on fabrique les armures qui résistent aux coups et les outils qui durent plus d'une génération. Martin n'a pas choisi cette comparaison par hasard. Dans une série où Lord et Lannister fait la loi, où les Tyrell prospèrent grâce à leur beauté et à leurs relations, où Littlefinger s'est hissé au sommet grâce à son seul charme, Stannis est le seul à être fait d'une autre matière. D'une matière qui ne brille pas, d'une matière qui ne fait pas d'effet, d'une matière qui fonctionne, tout simplement. Et cela dure plus longtemps. C'est là le point central de tout ce dont nous allons parler aujourd'hui. Car Stannis faisait tout ce qu'un souverain se doit de faire. Simplement, personne ne s'en rendait compte pendant qu'il agissait ainsi. Commençons par le début, par la fin de Bukernog. Robert a levé ses bannières. La rébellion a commencé. Robert est parti en guerre et a emmené avec lui la plupart des seigneurs de la tempête. Stannis avait 14 ans lorsqu'il a perdu ses parents. Il a vu leur navire s'écraser contre les rochers au pied des murs du château familial. Le rocher de la tempête se dresse juste au-dessus de la baie des bâtisseurs. Le naufrage s'est produit sous ses yeux. Après cela, Stannis a perdu la foi dans les Sept. Il n'en voulait pas aux dieux. Il a simplement cessé de croire. C'est important, car c'est de là que découle toute son attitude ultérieure envers la religion. Ni foi inconditionnelle, ni rejet inconditionnel. Un scepticisme fondé sur son expérience personnelle. Bon, la guerre. Robert est parti. Et il n'a laissé qu'un seul ordre à Stannis, tenir le château. Que signifie tenir le château quand les forces de tout l'espace et la flotte des Redwyne s'abattent sur toi? Quand, sur Terre, les seigneurs de Mace Tyrell t'assiègent et que, depuis la mer, ils te bloquent depuis leurs navires. Quand les provisions s'épuisent et que les gens mangent les chevaux, puis les chats, puis les chiens, puis les rats, puis les semelles en cuir de leurs bottes. Quand le maître Cressen vous dit que si la situation ne change pas, il faudra manger les morts. Le maître armurier Donald Noé a perdu un bras lors de ce siège. Stannis a tenu le château pendant près d'1 an. Pas une seule tentative de négociation, pas une seule capitulation. Lorsque 4 chevaliers de la garnison ont tenté de s'échapper en secret par une porte dérobée pour se rendre, il a ordonné qu'on les charge dans la catapulte et qu'on les lance sur les assiégeants. Maestre le convainquit de ne pas le faire. Après tout, pourquoi gaspiller de la chair qui pourrait encore servir? Ce n'est pas de la cruauté pour la cruauté, c'est la discipline militaire à la limite de la survie. Stannis ne mangeait pas plus que le dernier soldat de la garnison. Cela est confirmé directement dans le texte. L'issue du siège passa totalement inaperçue au milieu des brillantes batailles de Robert. Pas de grandes batailles, pas d'exploits chantés dans les ballades. Juste un siège, juste une année passée à serrer les dents. Puis Ned Stark arriva et leva le siège. C'est tout. Robert remercia Ned, pas Stannis. Stannis, qui était resté là pendant 1 an tandis que ses frères combattaient et remportaient des victoires, ne reçut pas un mot de remerciement de la part de son frère. Mais voici ce qui importe en termes d'impact réel sur la guerre. La fin de la tempête a mobilisé les forces de tout le bassin pendant 1 année entière. Mace Tyrell et son armée ne sont pas venus en aide à Rhaegar, parce qu'elles étaient occupées à assiéger un château qui ne voulait pas tomber. Si Stannis s'était rendu au cours des premiers mois, les forces de l'espace se seraient unies à celles des Targaryens. Sur le Trident, il n'y aurait pas eu 100 000 hommes, mais 140 ou 150. La question de savoir si Robert aurait alors remporté la victoire reste ouverte. Toute la guerre de Robert, toutes ses victoires reposent sur ce fondement, sur le fait que son frère cadet, d'humeur maussade, a passé 1 année à mâcher des semelles de cuir dans le château assiégé et n'a pas ouvert les portes. Robert ne l'a jamais admis, et c'est là que commence l'histoire de cette rancœur qui traverse toute la vie de Stannis comme un fil rouge. Il ne se plaint pas, il ne râle pas,
Il se contente de se souvenir de tout, avec précision, dans les moindres détails. Stannis, avec sa rancœur, était comme un mastif avec un os. Il le rongeait jusqu'à le réduire en miettes. Ce sont les mots de Jon Snow dans le livre, mais remarquez bien, Stannis ne laissait pas la rancœur influencer son comportement. Robert lui a donné la pierre du dragon à la place de Storm's End, qui aurait dû lui revenir de droit. Robert a donné le château ancestral à Renly. Stannis l'a accepté, en silence, en serrant les dents, mais il l'a accepté. Parce que la loi, c'est la loi. Robert est son suzerain, sa décision fait loi, même si elle est injuste. Et c'est là qu'il faut marquer une pause importante, car c'est précisément cette qualité, accepter l'injustice en silence sans pour autant laisser celle-ci modifier son comportement, qui définit Stannis mieux que n'importe quelle description. Il aurait pu devenir amer, comme Balon Greyjoy, qui s'est révolté par orgueil blessé. Il aurait pu devenir cynique, comme Littlefinger, qui a décidé que puisque le monde était injuste, autant en tirer profit. Stannis n'a fait ni l'un ni l'autre. Il a continué à travailler, en silence, en serrant les dents. Cela, à bien y réfléchir, demande bien plus de force de caractère qu'une explosion de colère vertueuse. Mais ce qui va se passer ensuite est encore plus intéressant que tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Car les décisions que Stannis va prendre vont nous révéler un homme dont la série n'a pas pris la peine de parler. Après la rébellion des Greyjoy, Stannis a montré une autre facette de sa personnalité. Cette fois-ci, ce n'était pas son entêtement, mais son intelligence. Balon Greyjoy a soulevé une révolte et incendié la flotte des Lannister dans le port de Lannisport. Une manœuvre audacieuse, inattendue. Habituellement, dans une telle situation, un commandant envoie sa flotte à la rencontre de la flotte de fer en pleine mer. C'est ce qu'à quoi s'attendait Vicarion Greyjoy, le grand amiral de la flotte de fer. Stannis ne l'a pas fait. Au lieu d'un affrontement direct, il a uni la flotte royale au navire des Redwyne, ceux-là même qui l'avaient assiégé depuis la mer pendant 1 an lors de la guerre de Robert, et les a piégés près de l'île de Ferrowatt. Vicarion s'est retrouvé coincé dans le détroit entre l'île et la côte, pris en tenaille des 2 côtés à la fois. Son navire amiral, le Golden Storm, fut coupé en 2 par la galère de Stannis, le Fury. Résultat, la flotte de fer fut anéantie. Balon perdit la possibilité de ravitailler ses forces par la mer. La rébellion fut étouffée dans l'œuf. C'était une opération brillante, pas héroïque, pas belle, efficace. Vicarion Greyjoy a haï Stannis jusqu'à la fin de ses jours, et le fait que Vicarion se soit souvenu de ce piège pendant des décennies en dit long. Quand un commandant militaire chevronné ne peut oublier ta tactique 20 ans plus tard, c'est que cette tactique était irréprochable. Puis Stannis a réprimé la résistance à Great Wyke, puis il a repris ses fonctions de seigneur de la flotte à la cour de Robert. Puis il s'est rendu à Sisterstone pour mettre fin aux activités des contrebandiers et a fait pendre une 12aine d'hommes de Lord Borrell. Personne n'en parle dans les tavernes, personne ne compose de chansons sur le blocus maritime. Mais ce sont précisément ces décisions qui maintiennent le royaume à flot. Un travail discret, inaperçu, compétent. C'est exactement ce que Stannis a fait pendant des années dans l'ombre de Robert. Bon, arrêtons-nous là. C'est là qu'apparaît la première couche de ce que la plupart des spectateurs ne remarquent pas. Dans le livre, lorsque Ned Stark se dispute avec Renly pour savoir qui doit succéder à Robert sur le trône, Renly dit en substance « Stannis est un bon soldat, tout comme Robert, mais il fera un mauvais roi, car il ne sait pas se faire aimer des gens. » Ned répond sans détour « Stannis est un commandant habile au combat et c'est l'héritier légitime. Que te faut-il de plus ?» Et c'est là que se pose une question importante. Selon Renly, de quoi un roi a-t-il besoin ? Du charisme, de l'art d'être aimé, de la capacité à faire en sorte que les gens se sentent bien dans sa présence. Et de quoi a-t-on besoin selon Ned ? De légitimité et de compétence. Ce sont 2 visions différentes du pouvoir. Et dans l'histoire de Westeros, c'est la vision de Renly qui l'a emporté, avec son accent mis sur le charisme et la popularité, et c'est précisément pour cette raison que l'histoire de Westeros n'est qu'une succession de catastrophes. Mais ce n'est qu'un niveau, il y en a un deuxième. Voici en quoi consiste le 2e niveau. Varys, le maître des chuchoteurs, dit à Ned dès le début de l'histoire que Cersei est celle qu'elle craint le plus parmi tous les prétendants. Pas Renly avec ses 100 000 soldats, pas Robb avec ses seigneurs du Nord, Stannis. Pourquoi ? Parce que Stannis est intelligent,
parce qu'il est discipliné, parce qu'il ne se laissera pas séduire par la flatterie et ne tombera pas dans le piège. Le pire ennemi de l'intrigue, c'est celui qu'il est impossible de séduire. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, car la décision suivante de Stannis est celle qui a complètement changé la donne. Stannis fut le premier à comprendre que Joffrey était un bâtard, avant même Ned Stark. Il a travaillé aux côtés de Jon Arryn, le premier renard des Lannister, qui a commencé à démêler les chevaux. Après la mort d'Arryn, Stannis n'est pas resté dans la capitale. Il s'est rendu à Dragonstone. Il a rassemblé des preuves, et il a écrit des lettres à tous les seigneurs des 7 royaumes pour leur expliquer la situation. Personne n'a répondu. Ces lettres ont été perçues comme une manœuvre politique. Personne n'y a cru ou n'a voulu y croire. C'est un point important. Stannis a tout fait comme il fallait. Il n'a pas déclenché la révolte immédiatement. Il a rassemblé des preuves et s'est en remis à la loi. Il n'a pas manigancé d'intrigues par l'intermédiaire de tiers. Il a écrit des lettres ouvertes. Il n'a pas rallié des alliés par la corruption. Il a présenté des faits. C'est le comportement d'un homme qui croit en la loi et en le système, pas au pouvoir personnel, au système. Le système lui a tourné le dos, et c'est alors et alors seulement qu'il a déclaré la guerre, car la loi avait été bafouée et quelqu'un devait y remédier. Et nous arrivons donc à la décision cruciale que la plupart des gens interprètent mal, la décision de ne pas accepter la proposition de Renly. À première vue, cela ressemble à de l'entêtement pur et simple. Renly dispose de 100 000 soldats, Stannis en a 5 000. Renly propose « Soutiens-moi, reconnais-moi comme roi, et je ferai de toi mon héritier ». La logique semble évidente. 5 000 contre 100 000, ce n'est pas une guerre, c'est un suicide. Fais un compromis. Mais attendez, que propose donc Renly, au juste? Renly est le frère cadet. Selon la loi sur la succession de Westeros, il n'a aucun droit au trône. Absolument aucun. Zéro. Joffrey, aussi illégitime soit-il, a de facto accédé au trône avant lui. La destitution de Joffrey est légale si son statut d'enfant illégitime est prouvé. Mais dans ce cas, le trône revient à Stannis et non à Renly. Ce n'est pas une opinion, c'est la loi. Accepter la proposition de Renly revient à admettre que Stannis lui-même n'a aucun droit, qu'un imposteur charismatique prime sur l'héritier légitime, que les règles n'existent que lorsque cela arrange. Stannis dit sans détour à Renly lors des négociations « Si tu es plus jeune que ton frère, tu ne peux pas être roi tant qu'il est en vie. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est un principe. Faire des concessions sur ce point reviendrait à renoncer à l'idée même d'un règne légitime. Et Stannis ne peut pas accepter cela, non pas parce qu'il manque de souplesse, mais parce que cela ferait de lui un usurpateur au même titre que Joffrey ou Renly. C'est là que survient le premier rebondissement véritablement inattendu. Lorsque Stannis utilise l'ombre de Mélisandre pour tuer Renly, il commet un acte moralement impardonnable. Mais du point de vue de la loi, il élimine un homme qui enfreint la loi sur la succession. 2 interprétations tout aussi valables d'un même acte. À Westeros, il n'existe aucun tribunal où l'on puisse porter plainte pour prise de pouvoir illégale. Il n'y a que la guerre. Deuxième rebondissement inattendu. Après la mort de Renly, la majeure partie de son armée, non pas ses chevaliers les plus proches, mais précisément les troupes de base, se rallient à Stannis. Non pas parce qu'il les a achetés, mais parce qu'ils comprennent qu'il est l'héritier légitime. Car, Renly étant mort, il n'y a plus d'autre fondement légal que Stannis. Les 100 000 hommes de Renly ne se sont pas tous ralliés à lui, non, mais une partie importante l'a fait. Et c'est avec ces gens-là que Stannis se rend à Port-Réal. La bataille de la Noyade est une autre histoire. Là, il a perdu, c'est un fait. Tyrion a imaginé le piège au feu grégeois, Tywin et les Tyrell sont arrivés in extremis. Stannis a perdu sur le plan tactique. Mais remarquez les détails. Il a été le premier à franchir le mur. Le premier. Le roi marchait en tête de ses soldats. Ce n'est pas du théâtre, c'est une tradition militaire que l'on a depuis longtemps oubliée à Westeros. Même ses adversaires ont souligné qu'il menait personnellement ses hommes au combat. Néanmoins, une défaite reste une défaite, et il faut le reconnaître honnêtement. Mais nous n'en sommes pas encore au plus important, car l'essentiel, ce n'est pas la bataille de Tchernovodna. L'essentiel, c'est ce qui s'est passé ensuite. Lorsque le corbeau venu du nord atteignit le rocher du dragon, Stannis n'avait presque plus d'armée. La défaite de Blackwater avait anéanti la majeure partie de ses forces.
Les Florent, les Redwyne, une partie des seigneurs de la tempête, tous s'étaient dispersés. Mélisandre donnait des conseils. Davos l'exhortait à voir les choses autrement. Stannis était assis sur le rocher du dragon et regardait la mer. Maître Aemon a envoyé des corbeaux à tous les seigneurs des 7 royaumes avec un message simple. Les autres existent, les morts marchent, la garde de nuit a besoin d'aide. Il a envoyé ses corbeaux encore et encore. Aucun grand seigneur n'a répondu. Ni Tywin, ni les Tyrell, ni les Martell. Personne. Ils étaient trop occupés par leur guerre pour le trône. C'est Stannis qui répondit. Pourquoi ? Pas parce que Mélisandre le lui avait ordonné, pas parce qu'il était un fanatique religieux. Davos, l'homme le plus sceptique de son entourage, l'a convaincu de se rendre au mur, précisément parce que c'était la bonne chose à faire. Stannis a cité cette phrase célèbre. Il ne veut pas sauver le monde si cela n'a pas un sens réel. Mais il y est allé, parce que le corbeau est arrivé, parce qu'il y a une menace, parce que quelqu'un doit réagir. Et c'est là que le Stannis de livre devient un personnage fondamentalement différent de celui de la série. Dans la série, Stannis arrive au mur avec l'argent de la Banque de Fer, une armée à sa solde et remporte la bataille grâce à sa supériorité numérique. Par la suite, il procède à des exécutions au nom de la religion, brûle des gens vifs et devient de plus en plus sous l'emprise de Mélisandre. C'est l'histoire d'une chute. Dans les livres, c'est différent. Arrivé au mur, Stannis ne se contente pas de vaincre les sauvageons au combat. Il écoute Jon Snow. C'est un moment décisif. Jon, le nouveau commandant en chef, lui explique qu'il ne faut pas attaquer Dreadfort de front, ce serait un suicide. Il faut gagner le soutien des seigneurs du Nord en battant les Fernés qui ont occupé la forêt profonde. Il faut rallier les clans des montagnes, les Flint, les Eul, les Narrais, les Liddell, que nul des seigneurs du Sud n'a touché. Il faut se présenter aux gens du Nord, non pas comme un conquérant, mais comme un homme qui venge les Stark. Stannis a adopté ce plan, sans réserve. Le roi, que l'on qualifiait d'inflexible, a complètement réorienté sa stratégie en suivant les conseils du commandant de la garde de nuit, en poste depuis 20 ans. Parce que ces conseils étaient logiques. Parce que Stannis sait écouter les gens intelligents, même s'ils n'ont aucun poids politique. Ensuite, il fait exactement ce dont Jon avait parlé. Il traverse les montagnes, il rallie les clans, il s'empare de la forêt profonde, qui appartient à Asha Greyjoy. Et les maisons du Nord commencent à se rallier à lui. Les Mornons, les Glover, des gens qui avaient juré de ne prêter allégeance à personne dont le nom ne comportait pas le mot Stark. Pourquoi le suivent-ils ? Parce qu'il est venu à leur secours alors que personne d'autre ne l'avait fait. Parce qu'il combat les Bolton, que tout le Nord déteste. Parce qu'il est le seul à entendre leur appel à l'aide et à leur tourner le dos, plutôt que de leur tourner le dos. Il y a là un contraste important que l'on oublie souvent. Au moment même où Stannis marche vers le nord dans la tempête de neige, les autres seigneurs de Westeros restent assis chez eux. Tywin est mort, mais les Lannister contrôlent le trône. Les Tyrell se marient avec les bonnes personnes. Littlefinger tisse ses intrigues dans la vallée. Le grand moineau s'empare du pouvoir sur la Septe. Personne ne pense à la véritable menace. Personne ne regarde vers le nord. Un seul homme se rend dans le nord, à travers la tempête de neige, avec une armée de moins de 20 000 hommes, contre les Bolton, soutenus par le trône de fer. Non pas pour la victoire, mais pour faire ce qui est juste. Et c'est précisément là qu'il faut s'arrêter. Car ce que Stannis fait dans le Nord, et ce qu'il ne fait pas, nous révélera la vérité la plus dérangeante sur cet homme. Il faut maintenant parler de ce que Stannis n'a pas fait. C'est tout aussi important que ce qu'il a fait. Lorsque Mélisandre exigea qu'on lui offre en sacrifice Edric Storm, le fils illégitime de Robert, afin de réveiller le dragon emprisonné dans la pierre du dragon, Stannis refusa, à plusieurs reprises, à maintes reprises. Davos finit par faire sortir le garçon de l'île en secret. Stannis punit Davos pour avoir désobéi à ses ordres, puis il lui pardonna, parce que Davos avait raison, parce que Stannis, en serrant les dents, l'admit. Lorsque Axel Florent proposa d'attaquer l'île de la Griffe pour se venger du fait que Lord Celtigar s'était agenouillé devant les Lannister, Stannis qualifia ce plan de « scélérat ». Le mot « scélérat », c'est lui-même qui l'a utilisé. Pas irrationnel, pas peu avantageux. Scélérat, parce que là-bas vivent des gens simples qui n'ont rien à se reprocher.
Lorsque Renly se moquait de lui pendant les négociations, lui proposait des conditions humiliantes, rayait sa femme et sa situation, Stannis écoutait tout cela. Il serrait les dents, mais il ne répondait pas par des insultes. Il proposa de faire de Renly son héritier si celui-ci soutenait le prétendant légitime. C'était une véritable concession, de la part d'un homme qui n'avait jamais cédé. Parlons maintenant du livre et de la série. Il y a là une différence fondamentale qu'il ne faut pas passer sous silence. Stannis, le tueur en série, brûle des gens, beaucoup, de ses propres mains, avec délectation. Il en profite à la moindre occasion. Stannis, le tueur en série, brûle Shireen, sa propre fille, à l'écran, de son plein gré, sous la pression de Mélisandre dans la tempête de neige qui s'abat sur Winterfell. Dans les livres, Stannis n'a pas brûlé de personne de ses propres mains avant un certain moment. Il détestait les sacrifices de Mélisandre. C'est clairement décrit dans les textes. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour éviter d'en arriver à des sacrifices directs. Il a fait appel à des guérisseurs. Il a sauvé Edric. Il a refusé encore et encore. À propos de Shireen, Martin a confirmé que le sacrifice aurait bien lieu dans les livres, mais avec une différence fondamentale. Dans les livres, Shireen et Mélisandra sont restés au mur pendant que Stannis partait en campagne. Il ne l'a pas brûlée de ses propres mains et n'était pas présent lors de l'événement. Quand et si cela se produit dans Les Vents de l'hiver, les circonstances seront différentes. Martin indique dans ses commentaires que les circonstances ont leur importance. Un homme qui brûle sa fille de ses propres mains est un homme confronté à un choix impossible en son absence, constitue deux situations morales différentes. Ce n'est pas une excuse, c'est une distinction. Et elle est importante pour comprendre qui est Stannis dans les livres par rapport à celui de la série. Le Stannis de la série est l'histoire de la chute morale d'un fanatique qui perd tout parce qu'il croit aveuglément à une prophétie. Le Stannis des livres est l'histoire d'un homme confronté à un choix impossible. Le devoir contre l'amour, la loi contre la miséricorde, la survie contre la justice. C'est bien plus complexe et bien plus humain. Mais il y a autre chose, une chose dont on parle rarement lorsqu'on analyse Stannis. Une chose qui ne concerne pas la façon dont il a mené la guerre, mais le genre de souverain qu'il aurait été s'il avait survécu. Si l'on considère Stannis d'un point de vue purement administratif, c'est-à-dire en se demandant quel genre de seigneur il aurait été, il aurait probablement été le meilleur souverain parmi tous les prétendants. Pas le plus populaire, le meilleur. Voici pourquoi. Stannis ne tolérait pas la corruption, sous aucune forme. Lorsque Davos se livrait à la contrebande, Stannis le récompensait pour son aide et le punissait pour sa contrebande, en même temps. Car on ne peut pas choisir. Soit on respecte la loi, soit on ne la respecte pas. Il a coupé les articulations des doigts de Davos et lui a donné des terres et un château le même jour. Davos l'a compris et est devenu son plus fidèle partisan précisément parce que Stannis était cohérent, prévisible, juste. Stannis n'accordait pas de faveur pour de beaux yeux. Lorsque Bowen Marsh et ses partisans ont proposé Slant au poste de Lord Commandant, un homme qui avait livré Eddard Stark aux Lannister, Stannis a qualifié cette idée de ridicule, sans détour, sans diplomatie, sans chercher à en atténuer l'impact. Stannis savait ce qu'il devait faire, alors que les autres se demandaient encore s'il y avait une menace. Lorsque Jon Snow lui conseilla de traiter les sauvageons comme des êtres humains et non comme de potentielles victimes d'un bûcher sacrificiel, Stannis l'écoutait. Lorsque ce même Jon expliquait la stratégie de la campagne du Nord, Stannis modifiait son plan. C'est cette flexibilité que la série lui a retirée. Voici maintenant une comparaison qui aide souvent à saisir l'ampleur de la figure de Stannis par contraste. Prenons l'exemple de Tywin Lannister. Tywin était plus intelligent, plus riche, il avait plus d'alliés et ses enfants occupaient le trône. Qu'a accompli Tywin? Il a d'abord humilié la maison Lannister sous le règne d'Aerys le Fou, puis l'a rétabli grâce aux Noces Pourpres. Il a sauvé Port-Réal de Stannis. Mais il a élevé ses enfants de telle sorte qu'ils ont détruit tout ce qu'il avait construit. Cersei a incendié la Grande Septe. Jaime a tué la fille de Tywin, au sens figuré, au moment où il est retourné vers Cersei au lieu de rester fidèle aux valeurs qu'il commençait à comprendre. Tywin pensait à l'héritage, mais il a négligé les héritiers eux-mêmes. Et Stannis? Stannis avait une fille, Shireen. Atteinte de la maladie grise, il s'occupait d'elle personnellement,
lui apprenait à lire lui-même, l'emmenait sur ses navires. Une enfant qu'il aimait, selon ses propres mots, plus que tout au monde. Dans un monde où l'on cache généralement ses enfants bien loin, Stannis ne l'a pas caché. Il n'avait pas honte de sa maladie. Cela ne fait pas de lui un homme bon en soi, mais cela fait de lui un être humain, quoique la série tente de nous faire croire. Le parallèle avec Ned Stark est ici important. Tous deux étaient des hommes de devoir jusqu'au bout des ongles. Tous deux plaçaient la loi au-dessus de l'opportunisme politique. Tous deux en ont payé le prix. La différence, c'est que Ned était aimé parce qu'il était bon et compréhensif. Stannis n'était pas aimé car il était froid et exigeant. Mais tous deux faisaient la même chose. Ils restaient fidèles à leurs principes dans un monde où les principes ne rapportent rien. Et au final, ils ont tous les deux perdu. La question est de savoir ce que cela signifie. La défaite de Stannis était-elle la preuve qu'il avait tort, ou la preuve que le fait d'avoir raison ne garantit pas la victoire? La réponse à cette question se cache dans un détail que presque personne ne remarque. Il y a un détail dans le texte que presque tout le monde passe à côté, un détail concernant Shireen. Peu avant l'expédition vers Winterfell, Stannis confie une mission secrète à Justin Massey. Si Stannis venait à tomber au combat, Justin devrait se rendre à Braavos, utiliser l'argent de la Banque de Fer et engager 20 000 mercenaires. Et faire monter Shireen sur le trône de fer. Mourir pour cela, s'il le faut. Ne te contente pas de faire de ton mieux, ne te contente pas de faire ce que tu peux. C'est exactement ça. Place Shireen sur le trône ou meurs. Une jeune fille malade, au visage défiguré, que la moitié de la cour ne prenait pas au sérieux. C'est Stannis qui croit en sa fille, non pas comme un instrument politique, mais comme une personne digne d'exercer le pouvoir, comme une héritière capable de préserver ce qu'il aura bâti. Cela non plus n'a pas été retenu pour la série. Parlons maintenant des théories et de ce que Martin n'a pas encore écrit. Il faut être honnête, ce ne sont que des spéculations, mais elles sont intéressantes. L'une des théories les plus répandues parmi les lecteurs est que Stannis n'est pas Azor Ahai, qu'il croit simplement l'être, que sa campagne dans le Nord a une autre signification. Il ouvre la voie au véritable héros qui pourrait être n'importe qui. Plusieurs indices dans le texte viennent étayer cette interprétation. Mélisandre voit à maintes reprises Jon Snow dans le feu, là où elle cherchait Stannis. Ses visions ne sont pas toujours précises. Elle le reconnaît elle-même, dans de rares moments d'honnêteté. Si cette théorie est vraie, Stannis est un homme qui meurt non pas pour sa propre victoire, mais pour celle de celui qui lui succédera. Un martyr sans chœur, un héros sans ballade. Cela correspond parfaitement à la manière dont Martin joue avec nos attentes en matière d'héroïsme. Une autre théorie, moins populaire mais tout aussi intrigante, Stannis n'est pas mort à la fin du 5e tome. La lettre de Ramsay Snow, qui affirme que Stannis est mort, contient des contradictions. Ramsay écrit qu'il a capturé Theon Greyjoy, qui s'était enfui de Winterfell. Mais selon d'autres informations du texte, Theon se trouve déjà aux côtés de Stannis à ce moment-là. Cela signifie qu'une partie de la lettre, voire la totalité, est mensongère. Le rasoir d'Occam le dit, Ramsay ment en prétendant avoir gagné. Cela est confirmé par le fait que, dans le chapitre publié de Les Vents de l'hiver, Stannis est vivant et continue d'avancer. Ce ne sont que des hypothèses. Seul Martin pourra confirmer ces faits lorsqu'il aura enfin terminé son livre. Mais elles montrent à quel point le Stannis des livres est plus complexe que celui de la série, dont l'histoire s'est achevée près d'un arbre dans la neige. Tout cela nous amène à la question principale, celle pour laquelle nous avons examiné tous les autres points. Bilan final. Stannis méritait-il le trône? Si l'on s'en tient à la loi, oui, sans aucun doute et sans équivoque. Il était l'héritier légitime. Sa revendication était fondée. Aucun des autres prétendants ne disposait d'un droit plus légitime. Si l'on se base sur les résultats, c'est plus compliqué. Il a perdu la bataille de la Rivière Noire. La campagne dans le Nord s'est enlisée. Il est venu en aide à la garde de nuit, mais celle-ci était tout de même trop faible pour défendre le mur juste au bout. Son armée s'est effondrée sous les tempêtes de neige. Il n'est pas parvenu jusqu'au trône de fer. Si l'on se fie au caractère, c'est là que ça devient intéressant. De tous ceux qui ont prétendu au trône au cours des 8 saisons et des 5 livres, Stannis est le seul à avoir toujours agi selon ce qu'il estimait juste et non selon ce qui était avantageux. Pas selon ce qui était avantageux.
Pas selon ce qui plaisait au peuple, pas selon ce que lui recommandaient ses conseillers, si cela allait à l'encontre de sa conscience, même lorsque cela lui portait préjudice. C'est rare à Westeros, c'est rare tout court. Revenons au début. Tous les rois voulaient le pouvoir. Stannis était celui qui le désirait le moins, et c'est précisément pour cette raison qu'il aurait fait le meilleur souverain. Le monde de Westeros est ainsi fait que ceux qui aspirent le moins au pouvoir sont ceux qui en obtiennent le moins. Ned Stark ne voulait pas être main du roi, et il est mort en tant que main du roi. Stannis ne voulait pas être roi, et il est mort sans avoir accédé au trône. En revanche, le petit doigt, qui désirait le pouvoir plus que tout au monde, a vécu plus longtemps que d'eux. Martin ne nous dit pas que la vertu l'emporte. Il dit « la vertu existe », et c'est parfois grâce à elle que le monde ne s'effondre pas complètement. Stannis s'est rendu au mur. Personne d'autre n'y est allé. Et si les autres n'ont pas ravagé tout le nord pendant que le grand moineau jugeait Cersei et que les Tyrell comptaient l'or dépensé pour les mariages, c'est en partie parce qu'un homme taciturne, avec une petite armée et un immense sens du devoir, a décidé que quelqu'un devait le faire. Le trône de fer a fondu, mais pas le fer dont Stannis était fait. Dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que Stannis aurait vraiment été un meilleur souverain que ceux qui ont accédé au trône ? Et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine analyse.